Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Le quotidien Fraternité célèbre cette année ses 25 ans de parcours dans le paysage médiatique du Bénin. À cette occasion, l'une de nos équipes est allée à la rencontre de Georges Amelon, journaliste à la retraite et ancien directeur général de l'ORTB, pour recueillir son appréciation sur ce quart de siècle d'écriture et de parution. C'est le propos dans ce journal. Nous recevrons un invité dans ce journal. Il s'agit de Maître Huguette Bokpayankadia, présidente de l'Institut national de la femme. Avec elle, nous ferons le point de la lutte pour l'élimination des violences basées sur le genre, la place de la femme au sein de la société béninoise et surtout cette campagne d'activisme de 16 jours lancée dans le cadre de la commémoration du 25 novembre, journée internationale pour l'élimination des violences basées sur le genre. Bonsoir Madame Maître Huguette Bokpayankadia. Bonsoir Monsieur le journaliste. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Je suis à vous dans quelques minutes. Nous parlerons aussi médias dans ce journal avec le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Édouard Locaux, qui a accordé une audience au président du Haut Conseil de la Communication de la République centrafricaine. L'audience de ce mardi est le débriefing de leur rencontre du 16 novembre dernier. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Le quotidien Fraternité célèbre cette année ses 25 ans de parcours dans le paysage médiatique du Bénin. À cette occasion, l'une de nos équipes est allée à la rencontre de Georges Amelon, journaliste à la retraite et ex-directeur général de la télévision nationale, pour recueillir son appréciation sur ce quart de siècle d'écriture et de parution. Voici un extrait de ses propos au micro de Hugues Vingbe. Je pense qu'il n'est pas donné à beaucoup d'organes de presse, surtout dans des pays comme le nôtre, de tenir aussi longtemps. 25 ans, c'est quand même tout un parcours. Et je ne suis pas sûr que ceux qui ont créé Fraternité auraient juré que le journal tiendrait 25 ans, qu'il deviendrait un groupe et qu'il serait aussi prospère qu'il l'est aujourd'hui. Et quand je parle de prospérité, je ne parle pas nécessairement d'argent, du profit et de tout ce qu'on veut. Je parle surtout de l'audience, de cette capacité qu'on a à exister, à vivre et à entretenir l'activité qui est la sienne de façon notable vis-à-vis de lecteurs, d'auditeurs, de téléspectateurs qui deviennent en quelque sorte des amis pour un média. C'est de ça que je parle quand je parle de prospérité. Alors, moi, je retiens un souvenir marquant en ce qui concerne Fraternité. Je me souviens qu'un jour, je reçois un appel d'un confrère, Malik Gomina, et qui me dit: cher aîné, je voudrais que tu viennes former les miens. Il me dit: j'aimerais qu'il y ait chez moi un séminaire de quelques jours où je vais regrouper les têtes dirigeantes de mes différentes rédactions. Et tu viendras leur parler du métier et en particulier de la manière dont on tient une rédaction pour la faire vivre et prospérer. J'ai répondu oui avec plaisir, parce que je connaissais bien Malik, on avait collaboré dans de nombreuses occasions, en particulier dans des moments houleux de la vie politique de ce pays à la Sénat. Et je savais que c'était un confrère qui était fiable. Je me suis dit, s'il a envie que je lui donne un coup de main pour faire avancer, je ne peux pas dire non. Et je me suis rendu à son appel. Nous avons eu des échanges fructueux avec ses collaborateurs. Je me souviens de plusieurs jours où, bien plus qu'une formation, nous avons eu des échanges où j'ai essayé de leur apporter toute l'expérience dont je me sentais capable. Autre volet de l'actualité nationale, certains aînés les ont connus et en gardent de très bons souvenirs. Nous parlons là des salles de cinéma. À Porto Novo, la ville capitale, ces salles noires où l'on projetait des films sur grand écran n'ont pas résisté à l'épreuve du temps et à l'émergence des nouvelles technologies de l'information, notamment les vidéoclubs.
Quel est l'état des lieux des salles de cinéma aujourd'hui à Porto Novo? Emma Rodonu nous plonge au cœur de ces infrastructures, aujourd'hui en piteux état. Reportage. Pour les porto-noviens d'un certain âge, ce long pan de mur hérissé de graffitis qui se font dans le décor au quartier Cocoyer, dans le noyau ancien de la ville de Porto Novo, rappelle bien des souvenirs. Ici trônait la très célèbre et mythique salle de cinéma dénommée Cinéma Rex. Il y a bien longtemps que cette salle noire a fermé ses portes, privant les porto-noviens de la possibilité de s'offrir le loisir d'aller au cinéma. Les moments où l'on pouvait aller se délecter de films sur grand écran ne sont que de lointains souvenirs dans la tête des anciens. Cette maison de cinéma a été inaugurée ou lancée, si mes souvenirs sont bons, en 1957. Le cinéma Rex. Oui, Rex, en 1957. Et le jour de l'inauguration, là, c'était un véritable événement. Vous y étiez? Absolument. C'était un événement auquel je ne pouvais pas manquer. Ah oui, oui. Ce jour-là, c'était la grande bagarre pour pouvoir y accéder. Parce qu'ils avaient dit que ça devait être gratuit, l'entrée devait être gratuite. Enfin, l'affluence était telle que c'était difficile d'y accéder. Mais néanmoins, comme on savait se débrouiller, j'ai pu y accéder avec mes cousins. Et comme film, à l'époque, c'était essentiellement, pas exclusivement, mais beaucoup plus des films comme Tarzan et Zorro, et, enfin, dans ce genre, quoi. Vous ne pouvez pas parler de salles de cinéma à Porto. En tout cas, moi, je n'en connais même pas deux. C'est le cinéma Rex. Et la ville n'était pas aussi grande en ce moment. Je retiens que les fois où j'ai eu la chance d'y mettre pied, c'était toujours plein. C'était toujours plein à craquer. Plein à craquer. Et puis, il y avait de grands films où on s'entretuait. Et ça nous faisait grand plaisir. Il y avait des films d'amour. Et là, quand on veut faire ça, on éteint toutes les lumières et tout le monde reste dans l'obscurité. Et puis ça jacassait. On criait fort. Et quand nous sortons de la salle, il y a le grand marché qu'on appelle le marché de Cocoyer, qui s'animait très bien. Et même des gens ont fait des livres sur le dit marché. Avant le cinéma Rex, il y a eu la Comasico. Puis dans les années 90 jusqu'à 2000, des initiatives privées comme le cinéma Iriakari et le cinéma King. Mais toutes ces salles sont tombées dans la décadence. Elles sont devenues soit des lieux de culte pour Église du Réveil ou sièges de partis politiques, à l'image du cinéma Iriakari devenu siège du PRD et maintenant de l'UP Le Renouveau. La première salle, c'est celle de la Comasico, ou Compagnie africaine cinématographique. La Comasico se trouvait, quand on quitte la place Bayol pour se rendre au marché central, communément appelé Grand Marché, à droite là se trouvait la Comasico, parce que là c'était le cœur de la ville. D'autres initiatives ont été faites. Par exemple, une salle de cinéma beaucoup plus moderne, disons, a été construite à Iriakari et une autre à Wando. Malheureusement, la concurrence redoutable du petit écran et d'autres médias, cette concurrence a fait que ces salles-là n'ont pas pu prospérer, malgré leur modernité et leur situation dans les nouveaux quartiers de Porto Novo. Et
elles ont été finalement transformées. La première, c'est le siège du PRD à l'époque, puis siège du UP Le Renouveau. Ce qui est à Wando a été transformé tout simplement en mosquée. L'état des lieux aujourd'hui est sans appel. Porto-Novo est un désert en matière de salles de cinéma, aux grandes dames des Porto-Noviens qui appellent le gouvernement à combler ce grand vide dans la mise en œuvre des réformes qu'il opère dans le secteur de la culture, du tourisme et des arts. Loin de la nostalgie des salles de cinéma, nous allons à présent recevoir notre invité de ce journal, Maître Huguette Bokoyankadia. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes la présidente de l'Institut national de la femme et ce même institut qui a initié 16 jours d'activisme pour l'élimination des violences basées sur le genre. De quoi s'agit-il concrètement? Alors en fait, les 16 jours d'activisme, c'est une campagne à caractère international qui est menée dans un intervalle. Je vais vous donner les dates pour vous montrer la mesure de l'importance de cette campagne. En fait, elle commence le 25 novembre, qui est la célébration de la Journée internationale de l'élimination des discriminations à l'égard des femmes, l'élimination de la violence à l'égard des femmes, pardon, et le 10 décembre, qui est la commémoration de la Journée internationale des droits de l'homme. Et donc, dans cet espace-là, il y a ces 16 jours d'activisme qui sont concentrés sur la lutte contre la violence faite aux femmes. Et si ça finit le 10 décembre, c'est pour montrer que la lutte contre les violences faites aux femmes constitue un enjeu, en fait, de lutte pour les droits de l'homme, la protection des droits de l'homme. Alors, à quoi ça sert, en fait? En fait, ça sert à mener un certain nombre d'activités, pas que ce soit les seuls jours où on s'occupe de la lutte contre les violences faites aux femmes. Mais pendant ces jours-là, d'abord, c'est sur une thématique. Cette année, par exemple, le thème au niveau global, c'est riposter et se reconstruire après les violences. Et donc, les activités qui vont être menées vont être consacrées aux actions qui rentrent dans le cadre de la riposte. C'est surtout à la fois la prévention et l'action, donc les poursuites au cas où les victimes veulent aller jusqu'à une action en justice, et les actions de reconstruction qui vont comprendre là où riposte et reconstruction se rejoignent sur le terrain de la justice, de la réparation. Parce que s'il n'y a pas réparation, il ne peut pas y avoir non plus reconstruction. La reconstruction, c'est vraiment toutes les actions qui consistent à réhabiliter, à la réhabilitation personnelle de la personne, à son insertion à nouveau dans son milieu communautaire, son milieu de vie, etc., à la question de son suivi psychologique pour qu'elle retrouve un équilibre au niveau de sa santé mentale. Oui. Au regard du thème que vous venez d'évoquer, riposter et se reconstruire après les violences, quels sont les messages clés que vous entendez passer aux populations, surtout pendant ces 16 jours d'activisme? Déjà, rappeler que nous sommes toujours dans cette dynamique de mettre fin à la violence à l'égard de la femme et que nous sommes dans une dynamique qui est vraiment forte, qui allie la sensibilisation et l'information à la répression. Parce que vraiment, si je devais résumer, on va dire qu'on en a un ras le viol, qu'on en a un ras le harcèlement sexuel, que ce soit en milieu scolaire ou en milieu de travail, qu'on en a ras le mariage précoce qui qui entraîne la déscolarisation alors qu'on se bat pour que les filles aillent et restent à l'école. Et ras aussi l'invisibilité des femmes ou la faible présence des femmes dans les arènes où se prennent les décisions qui engagent toute la communauté, qui engagent les familles, qui engagent la société. Donc, nous sommes toujours dans cette urgence. Oui. On sait que c'est un combat que vous avez amorcé depuis plusieurs années. Et quel est le bilan qu'on peut déjà faire de cette initiative, surtout ne serait-ce que pour le compte de l'année dernière? Alors, l'année dernière a été marquée particulièrement par, on va dire, une campagne digitale qui a vraiment fait ses preuves et qui a été même
comment dire, approuvée au-delà de nos frontières, qui a permis de nous mettre plus en présence sur les réseaux sociaux, qui a permis d'atteindre les jeunes. Parce que c'est sur les réseaux sociaux qu'on les retrouve. Souvent les jeunes, oui. Et quand on a fait un peu le bilan, le 25 novembre dernier, je me souviens que dans mon discours de lancement, je disais que ce qu'on a constaté, c'est une hausse dans la dénonciation, une hausse dans la signalisation. Et quand on observe une hausse dans la signalisation, ça ne veut pas dire qu'il y a plus de cas de VBG, non. Ça veut plutôt dire que les résultats de la sensibilisation, la sensibilisation porte du fruit. Et qu'il y a la parole est plus libre. Il y a moins de silence coupable. Moins de silence, plus de dénonciation, plus de plaintes et autres. Et aussi, c'est le signe qu'il y a une plus grande confiance dans les mécanismes étatiques de prise en charge des victimes. La création de l'Institut national de la femme a donné le sentiment aux victimes qu'elles n'étaient plus seules. Savoir qu'on est accompagné, qu'on est soutenu par l'État, par une institution étatique, savoir qu'on va pouvoir aller en justice, accompagné par cette institution, savoir que même la justice peut être gratuite quand on est économiquement vulnérable. Ça a vraiment permis que la parole se libère et qu'il y ait un peu plus le choix de dire non à la violence. Ouais, que les vivantes et que les survivantes aussi puissent également être accompagnées. Et on sait aussi qu'il y a toute une batterie juridique qui est mise en place actuellement pour accompagner la femme. Nous allons d'abord commencer par parler de ce qui est tout nouveau. L'INF qui dispose d'un nouveau siège, tout neuf bien évidemment. Un mot justement sur ce joyau. Alors, on sait que la structure travaille. Moi je crois que le siège de l'Institut national de la femme est vraiment le symbole de l'enjeu que cela constitue au niveau national, de l'ambition que le chef de l'État a nourrie et qu'il a traduite par l'installation de l'Institut national de la femme aux côtés des ministères sectoriels et notamment du ministère de MASM, n'est-ce pas? Et disons que le siège de l'Institut est à la hauteur de la tâche, de la mission qui lui a été assignée et montre en fait que c'est une priorité au niveau national. Et je pense aussi que ça a un impact stratégique parce qu'un tel siège est de nature à montrer le sérieux de l'action qui est entreprise dans le pays et de rassurer les partenaires potentiels, de rassurer aussi les partenaires techniques et financiers. Et ça donne le gage de la durabilité, ça donne le gage de l'efficacité. Le personnel de l'Institut national de la femme s'est étoffé, donc plus d'expertise, plus de compétences qui se mettent ensemble. Un call center va être opérationnalité bientôt et va donc permettre que la dénonciation et la signalisation soient plus efficaces. On peut déjà dire que les femmes sont les enfants chéris de la République et surtout avec tout cet arsenal juridique. Moi, je ne serais pas d'accord avec qui est mis en place. Parce que une femme qui est victime de violence n'est pas un enfant gâté. Hein. Je pense que il était important que l'État assume sa responsabilité de garant de la protection des citoyens. Parce que les femmes et les filles qui sont frappées par la violence à raison de leur sexe, ce sont des citoyens. Ce sont des citoyennes et c'est même une obligation constitutionnelle, au-delà du fait que c'est aussi un devoir moral et un besoin de justice et d'équité. Donc, non, elles ne sont pas les enfants gâtés, mais elles ont reçu une réponse appropriée à la pandémie de la violence à l'égard de la femme qui frappe notre pays. Parce qu'il faut aussi le dire, il se passe parfois des choses incroyables dans notre pays et il était temps qu'on sonne le glas de l'impunité, du sentiment qu'on peut attenter à l'intégrité corporelle, à l'intégrité psychologique des femmes et des filles et s'en tirer
sans aucun mal. Avec impunité. Déjà, vous avez notifié que vous avez notifié une hausse dans les dénonciations, une hausse dans les signalisations. C'est l'effet positif qu'on peut déjà retenir. Quelle est aujourd'hui la place de la femme au regard de tout ce qui a été mis en place et quel est le message que vous avez à lancer à l'endroit des populations, à l'endroit des décideurs? Alors, la place de la femme, Oui. la femme, on travaille à ce que la femme retrouve sa place à la fois de femme, Oui. mais aussi de citoyenne, d'acteur du développement de notre pays, et que surtout son bien-être, le bien-être d'une femme ne devrait pas dépendre du bon vouloir d'un homme. Donc ce n'est pas une faveur qu'on fait aux femmes, ce n'est pas un privilège qu'on leur accorde, mais non, on les replace simplement dans la place qui leur revient au sein d'une société en tant qu'être devant bénéficier des droits et des droits, des avantages, des opportunités à égalité avec l'homme. En parlant de l'homme, je dois aussi dire que on peut se réjouir de ce que nous commençons à compter de plus en plus d'alliés. Dieu merci, dans ce pays, il y a des hommes, beaucoup d'hommes qui ne restent pas indifférents, qui ne détournent pas le regard en présence de violences subies par les femmes. Et dans les familles, on a des maris qui apprennent à leurs enfants du sexe masculin à ne pas croire que c'est la domination qui fait la force et qui fait comment dirais-je, qui fait qu'on est un homme, mais que c'est plutôt la capacité à respecter la femme qui fait de vous un homme. On a des hommes qui dans les milieux du travail, deviennent des alliés, deviennent des personnes qui défendent l'environnement du travail pour le rendre accessible en toute sérénité. Sécurisé pour les femmes. Sécurisé pour les femmes. Oui. Comme on a aussi des hommes qui, dans les milieux religieux, je veux dire dans les églises et autres, ont le courage d'aller voir un pasteur, un prêtre et de lui dire mais il faut qu'on parle de la violence que subissent les femmes dans nos églises, etc. Ça veut dire que les lignes bougent sérieusement. Les lignes bougent. Donc, franchement, moi je crois que le vent est très favorable. La parole se libère. Oui. L'État a mis à disposition vraiment les outils dont on a besoin, les ressources humaines, les ressources financières, le cadre institutionnel, les lois dont on a besoin pour que la situation des femmes s'améliore et que le patriarcat, l'ombre du patriarcat soit vraiment dissipée, de plus en plus dissipée, et que il y ait une déconstruction, on va dire, de tout ce que le patriarcat emporte comme discrimination et comme violence à l'égard de la femme. Merci à vous, maître Huguette Bokpayankadia. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'Institut national de la femme et que votre institut a d'ailleurs décrété 16 jours d'activisme pour l'élimination des violences basées sur le genre. Ce 16 jours d'activisme qui commence le 25 novembre justement et qui se termine le 10 décembre justement parce qu'il faut parler également des droits de l'homme. Merci d'être passé sur ce plateau. Je sais que vous êtes contre les violences. Nous allons parler d'une autre forme de violence, mais cette fois-ci, il s'agit de la violence par rapport à la police républicaine. Nous allons à présent parler de cette police républicaine avec l'annonce des sanctions disciplinaires allant de la mise aux arrêts de rigueur à la radiation pure et simple, sans oublier les peines pénales prononcées par le juge. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique annonce des mesures fortes contre les agents de la police républicaine qui ternissent l'image de ce corps chargé de défendre les personnes et les biens sur l'ensemble du territoire national. La déclaration du ministre Alassane Seydou fait suite à une réunion d'urgence tenue ce mardi 26 novembre 2024 avec le haut commandement de la police républicaine. Je vous laisse suivre. Nous avons échangé ce matin avec le directeur général de la police républicaine, ses proches collaborateurs et les directeurs départementaux de la police républicaine. Comme vous le savez aussi, c'est que ces derniers temps, nous avons enregistré des bavures policières à l'intérieur du pays, ce qui est tout à fait inacceptable. Nous avons constaté que certains agents de la police ont des comportements qui sont en porte-à-faux par rapport aux valeurs
que la police républicaine veut promouvoir. Nous avons dit que la police républicaine est une police de proximité, une police intégrée, une police qui collabore avec les populations et une police qui promeut la coproduction de la sécurité. Alors, si des agents de cette police-là se livrent à des bavures policières, alors il y a problème. Il y a véritablement problème. C'est pour cela que nous avons invité les principaux responsables du secteur pour échanger avec eux et voir ce qui se passe au niveau opérationnel. Ce qui est clair, nous avons, à la fin de nos échanges, abouti à un diagnostic. Le diagnostic est qu'au niveau opérationnel, il y a une mauvaise organisation, c'est-à-dire un mauvais encadrement des agents. Donc il y a une amélioration à apporter à ce niveau-là, à la tête des unités et des unités territoriales, c'est-à-dire au niveau des communes. Il faut qu'il y ait un meilleur encadrement. Il faut que la désignation des agents pour accomplir des missions tienne compte de leurs capacités réelles et aussi de leur profil. Parce qu'il ne faut pas désigner n'importe qui pour accomplir n'importe quelle mission. En dehors de ça, nous avons décidé de mettre aussi un accent sur les sanctions. C'est-à-dire, désormais, un agent qui va se rendre coupable de la mort d'un paisible, d'un honnête citoyen, doit pouvoir en répondre. On va lui appliquer la sanction maximale, c'est-à-dire 60 jours d'arrêt de rigueur. Il va passer devant un conseil de discipline qui va prononcer la radiation, et ce, sans tenir compte de la peine pénale qui sera prononcée par le juge. C'est dire qu'il sera traduit en justice. Il va répondre de son acte. Toutes ces mesures vont nous permettre certainement de reprendre la situation en main et d'améliorer les capacités de notre police. Il faut par ailleurs reconnaître quand même que, en dehors de ces cas de bavure, qui sont dus au mauvais comportement de certains agents déviants, la police, pour l'essentiel, fait quand même le travail sur le terrain. Les populations reconnaissent cela. Mais ce n'est pas une raison quand même pour qu'il y ait des bavures. Ceux qui vont se rendre responsables de ces bavures-là vont en répondre. D'abord, au plan administratif, c'est-à-dire par rapport à la gestion de leur carrière, et aussi au plan pénal. Donc c'est l'essentiel du message. Et je veux pour finir rassurer la population comme quoi toutes les dispositions sont prises pour qu'il y ait une amélioration notable. Les populations peuvent compter sur le gouvernement. Nous sommes en train de travailler. Nous allons redoubler d'efforts pour que la sécurité soit vraiment un acquis dans notre pays. Parlons médias à présent avec le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Édouard Loko, qui a accordé une audience au président du Haut Conseil de la Communication de la République centrafricaine. L'audience de ce mardi est le débriefing de leur rencontre du 16 novembre dernier. Nous allons suivre. Je viens en compagnie du président du Haut Conseil de la Communication de la République centrafricaine de rencontrer le président de la HAC, l'instance de régulation des médias au Bénin. Il s'agit de faire avec lui le débriefing de la mission d'échange d'expérience que le président José Richard Pouambi et moi-même avons effectuée auprès de la HAC du 16 au 26 novembre. Le Haut Conseil de la Communication n'a pas dans sa réserve d'expérience, on va dire, la gestion des élections municipales depuis 40 ans. Donc, il s'agissait de venir s'abreuver à la source de l'expérience de la HAC. La HAC qui a eu l'occasion déjà de gérer plusieurs élections municipales, puisqu'au Bénin, ça s'organise de façon régulière. Voilà. Donc, au cours de
cette mission que nous avons effectuée, nous avons eu l'occasion de rencontrer les conseillers de la HAC ainsi que leurs collaborateurs, les commissions techniques de la HAC. Nous avons également rencontré d'autres entités telles que la commission électorale, l'instance d'autorégulation des médias au Bénin, c'est-à-dire l'ODEM, et nous avons également rencontré quelques médias. Il s'agissait pour nous de rencontrer non seulement nos homologues de la HAC qui gèrent, ou plutôt qui régulent l'espace médiatique en temps ordinaire et en période électorale, mais il s'agissait également de rencontrer d'autres entités avec lesquelles la HAC interagit pour mener à bien sa mission. C'est ce que nous avons fait et nous repartons édifiés. Autre volet de l'actualité nationale, après une première édition réussie et saluée de tous, l'Université nationale d'agriculture UNA a organisé ce mardi la deuxième édition de son colloque scientifique international. Le thème cette année est axé sur l'agroécologie et le développement durable en Afrique. C'est une initiative qui vise à créer un espace d'échange d'expériences et de connaissances entre experts, universitaires, praticiens et décideurs politiques afin de promouvoir les pratiques agroécologiques viables dans les systèmes agricoles en Afrique. Les travaux se sont déroulés sur le campus d'Aïta à Sakété. Reportage. Des scientifiques venus de 18 pays africains et d'Europe participent à cette deuxième édition du colloque scientifique international organisé par l'Université nationale d'agriculture UNA. Ce colloque qui porte sur le thème général agroécologie et développement durable en Afrique est organisé en 6 sous-thèmes que sont savoir endogène et agroécologie, ressources génétiques au service de la transition agroécologique et de l'adaptation aux changements environnementaux, système agroalimentaire, équipement agricole et transition écologique, nouvelles technologies et agriculture durable. 5. Pratiques agroécologiques et One Health. Et le dernier sous-thème, cadre institutionnel et promotion de l'agroécologie. En initiant cette rencontre de haut niveau, l'UNA répond à sa vision d'être positionnée comme une institution au service de la sécurité alimentaire et du développement agricole en Afrique au sud du Sahara. Dans cette perspective, les sous-thèmes choisis pour ce colloque ne sont pas le fruit du hasard, mais bien une réflexion stratégique autour des priorités et défis majeurs pour le développement de l'agroécologie. Ces sous-thèmes illustrent la diversité des défis que nous devons relever ensemble et traduisent notre ambition d'apporter des réponses concrètes aux problématiques de développement agricole en Afrique. Ce cadre de réflexion et d'échange est précieux pour le renforcement de notre secteur agricole et pour l'avenir de l'agroécologie en Afrique. À l'instar du recteur de l'Université nationale d'agriculture, le ministère de l'Enseignement supérieur attend énormément de ce colloque en termes de résultats. Nous sommes ici donc réunis pour imaginer ensemble un avenir agricole plus vert, un avenir où la science et la tradition se rejoignent pour servir les populations. À vous participants, experts et étudiants, je souhaite des échanges riches et stimulants. Vos idées, vos expériences et vos travaux de recherche sont précieux pour éclairer le chemin vers une agriculture durable qui allie productivité, respect de l'environnement et bien-être de nos populations en termes d'autonomie financière, d'autosuffisance alimentaire. L'ouverture de cette messe de l'excellence et de la science a été aussi marquée par une cérémonie de port de toge à 21 enseignants-chercheurs
de l'Université nationale d'agriculture admis au concours du CAMES. 8 abordent désormais le grade de maître assistant, 6 sont maîtres de conférence et 7 professeurs titulaires. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous et surtout, portez-vous bien.